Moi, en fait, j'ai fait ce métier aussi parce que j'aime travailler les dimanches, j'aime travailler le samedi, j'aime travailler le jour de Noël, j'adore travailler le 31 décembre. 4 000, 5 000 places à remplir tous les soirs, grosse machine, musique de Vladimir Cosma, enfin, gros truc. Et ça a été un bide énorme. Et aujourd'hui, au fond, le festival de Montreux, qui est devenu une machine énorme, euh, est un endroit où les artistes vont pour avoir leurs vidéos sur YouTube. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Étienne de Balassi, qui est un metteur en scène et une personnalité du théâtre et de l'humour français depuis des dizaines d'années maintenant. J'ai lu sa page Wikipédia, il y a beaucoup trop de choses dessus pour que je vous en dise sur lui dans cette intro, mais des petits hints. Il a été le metteur en scène de Patrick Timsit, d'Éric Antoine, Manu Payet et plein d'autres personnes. Il a aussi fait pas que de la mise en scène, il va nous raconter toute sa carrière, en tout cas des bouts de sa carrière dans cet épisode, dans cette discussion. Je suis très heureux de t'avoir, Étienne. J'espère que tu vas bien. On est un mercredi fin de journée au moment de cet enregistrement. Il y a plein de Non, spectacles, tout tu va m'as dit, bien. qui... Bonjour à tout le monde. Non, je suis ravi, tout va très bien. Ravi de pouvoir discuter avec vous et d'essayer voilà, peut-être de dire au moins deux, trois choses intéressantes pendant cette heure. Ce sera déjà ça. Oh, j'imagine que tu en as pas mal, ouais. Et là, tu me disais que tu avais pas mal de spectacles. Avant que tu te présentes un petit peu, tu... Oui, effectivement, parce que je suis, comme tu as dit, metteur en scène, bien sûr, auteur aussi et producteur. Et là, nous faisons ce que nous appelons dans le métier des showcases, c'est-à-dire que nous présentons sur un nombre limité de représentations le travail d'humoriste. On le présente au public, bien sûr, qui, j'espère, viendra en nombre, et on le présente à des professionnels de tous bords, la presse, les gens susceptibles d'acheter le spectacle dans des salles en province, des directeurs de théâtre de Paris, les gens de la télé, etc. Et donc ça s'organise. Il y a ce sont deux humoristes qui sont pas français, mais enfin pas, qui sont très cousins. L'un qui est assez connu en Belgique et que même je pense on connaît un peu ici, qui s'appelle Cody, qui est un humoriste Yes. qui est très connu parce qu'il participe à une émission très populaire à Bruxelles qui s'appelle Le Grand Cactus. Et il va venir jouer à Paris au mois d'avril, au Grand Point Virgule à Paris. Et puis un humoriste canadien formidable, qui a un nom très court, puisqu'il s'appelle Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, et qui est une grosse vedette au Canada, qui vient d'ailleurs, on l'a appris hier, d'être nominé comme meilleur spectacle, meilleur auteur, on va dire aux équivalents des Molières canadiens, et qui vient, lui, en mars, présenter son travail au public français. Donc tout ça, ça s'organise, c'est pas mal de travail, oui. Ok, bah, très bien, merci en tout cas de prendre cette heure avec moi. Mais ça me fait plaisir. Euh, Si on rembobine un peu, du coup, aujourd'hui, quel âge as-tu et d'où viens-tu? Du coup, comment as-tu démarré dans ce milieu génial du théâtre et de l'humour? Quelle a été la genèse un petit peu? Alors 60 ans déjà, la réponse, et on l'oublie vite. J'ai commencé très jeune, moi ça fait donc près de 40 ans, hein, presque oui, 45 ans que je travaille. Comment ça a commencé? En fait, ça a commencé par le théâtre. En fait, tout a commencé par la musique. Moi, j'étais un garçon qui faisait beaucoup de musique, j'aimais la musique. J'ai vite compris que la musique, en revanche, je pourrais pas en faire mon métier parce que c'est une école de l'exigence absolument. Enfin, c'est phénoménal quand on ne connaît pas bien, mais la danse classique et la musique, c'est des heures et des heures et des heures de travail par jour, tous les jours. Et j'avais pas le mental, j'avais pas la force, enfin, ça me correspondait pas. Mais le spectacle, d'une façon générale, ça me plaisait. Alors j'ai pris des cours de théâtre, tout simplement, dans les conservatoires. Je continue d'ailleurs à dire que les conservatoires, c'est une mine extraordinaire il faut tous commencer par là. Il y en a partout en province, il y en a partout dans les villes. C'est vraiment bien les conservatoires. Donc j'ai commencé dans un conservatoire d'arrondissement et puis j'ai eu mon bac
et la même semaine, mon bac et un premier prix de conservatoire. Et la vie a fait que dans ce jury de premier prix de conservatoire, il y avait un monsieur qui est décédé maintenant, mais qui avait été une grande figure du théâtre, qui s'appelait Jean-Laurent Cochet, qui avait Ok. été le professeur de beaucoup d'actrices et beaucoup d'acteurs français, et qui avait un rêve et qui allait réaliser son rêve, il allait monter une compagnie théâtrale. Et donc, en fait, j'ai eu mon bac comme tout le monde au mois de juin, et j'avais pas encore 18 ans, je crois que j'avais 17 ans et demi. Et en septembre, en septembre, j'ai été engagé tout de suite dans une compagnie théâtrale. Et j'ai joué au théâtre pendant 2 ans. J'ai joué tout de suite derrière une pièce de ce qu'on appelait dans le temps une pièce de boulevard, une comédie, avec des gens qui s'appelaient Jacques Balutin, qui sont un peu oubliés, mais qui étaient des gens, des grosses vedettes de la comédie de théâtre. Et je me suis rendu compte là que être comédien, ça me plaisait pas du tout. Ah ouais? Voilà, non, parce que, et j'avais pas compris pourquoi, maintenant j'ai compris pourquoi. Et je me suis dit, mais c'est pas pour moi. Et- Parce qu'en fait, la comédienne ou le comédien, nous vivons, enfin, elles vivent dans l'attente tout le temps de l'autre. Il faut attendre le coup de fil, il faut attendre la proposition. Ils vivent dans la séduction, parce qu'il faut séduire faut séduire le metteur en scène, la réalisatrice, les gens de chaîne. Et moi, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hmm. Donc, ça a été une première très, très grosse remise en question personnelle avec une première petite, vraiment moment down, on pourrait appeler dépression. Parce que je me suis dit, mais alors, moi, c'était mon rêve, je m'étais préparé à ça, j'ai eu des prix. Tout d'un coup, je me rends compte moi-même que je veux pas faire ça. Et en fait, j'ai cherché, et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était de proposer des choses et de fabriquer des choses et de pas attendre qu'on m'appelle. C'était pas possible pour moi d'attendre qu'on m'appelle. J'ai trop impatient, trop compliqué de dépendre de l'autre, impossible pour moi. Et donc, pardon, voilà. Et donc, à l'époque, il y avait les émissions de Bouvard qui faisaient des sketchs. On Mhm. se souvient tous ces émissions où sont apparus les inconnus, Mimi Mati, Muriel Robin, tout ça. Et j'ai commencé à écrire des sketchs pour eux. Et ça a marché. Donc, j'ai été auteur pendant 2, 3 ans de sketchs pour des humoristes. Et comment Et tu as eu ces contrats? Tu avais le réseau, j'avais un copain qui jouait déjà, qui jouait dans ces émissions de télé, et je savais qu'il cherchait des auteurs. Et en fait, Philippe Bouvard, c'était incroyable parce que c'était d'une liberté totale. C'était un peu ce qu'on appelle l'auberge espagnole, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait vraiment venir le matin avec un sketch écrit. Lui, il s'en fichait de qui vous étiez. Il disait, bah oui, essayons. On tournait dans les couloirs, on trouvait les actrices, les acteurs, les humoristes qui étaient là. On leur disait, tiens, tu veux lire mon sketch? Alors ils disaient, non, c'est pas bon. Ah ouais, tiens, ça me fait rire, je l'essaye. Ils passaient l'audition. Le sketch était pris, bah ça y est, vous étiez auteur dans cette émission. Hein, ça allait pas plus, c'était pas plus difficile que ça. Et on était payé au sketch vendu. Donc plus on écrivait, et plus les artistes qui étaient à la télé, eux, les humoristes, acceptaient nos textes, bah, plus on était contents. Euh, et, et moi, au bout d'un moment, j'écrivais facilement 3, 4 sketchs par semaine. Ce qui était rigolo parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui écrivait 4, 5 sketchs par semaine. Donc à nous deux, on faisait pas mal. On écrivait au moins un tiers de l'émission. C'était Laurent Baffy. Ok. Et voilà, nous étions les 2 ou 3 ou 4 auteurs. Les gens ne nous voyaient pas à la télé, mais on écrivait pour tous ceux qu'on voyait à la télé. Et là, ça a été la première partie de ma carrière. Ça m'a permis de rencontrer des humoristes. Ça m'a permis de découvrir qu'en fait, le format court du sketch, les blagues, de choses écrites qui étaient peut-être pas très profondes, mais qui faisaient rire, le rire des gens, c'était quelque chose qui me correspondait totalement. Et ça a été le début des problèmes et le début de ma carrière, je dirais. Ok, très cool. Et moi là j'ai deux questions. Tu dis donc les Oui. problèmes, c'est quoi les problèmes? Et après on ira sur une autre question, c'est Laurent Baffy il est allé du coup en télé, lui, face caméra. Toi, tu as décidé de rester de l'autre côté et Ouais. j'aimerais savoir pourquoi.
Alors, les problèmes, je dis ça mais en riant, mais sérieux, parce qu'en fait, quand on se met à travailler, c'est qu'on rentre dans une machine et que plus on écrit, plus les gens veulent que vous écriviez. Que moi, je me rends compte à l'époque que c'était passionnant, mais c'était nos jours. Quand on travaillait pour les émissions de télé comme Bouvard, c'était du quotidien. On travaillait tous les jours. On devait livrer une émission d'une demi-heure tous les jours. Ça n'existe plus. Mais c'est drôle d'ailleurs de penser qu'aujourd'hui, quand tu regardes la télé ou la radio, il n'y a pas une émission de télé ou une émission de radio où il n'y ait pas un ou une humoriste qui va intervenir. Mais à l'époque, cette phrase est ridicule, mais on va dire il y a 20 ans, il y avait des émissions que faites par des humoristes. Il y avait La Classe sur France 3 et des émissions de Bouvard. Puis après, il y avait eu On ne demande qu'à en rire. Puis ça va revenir, hein, parce que la télé, ça fait toujours que voilà, c'est une espèce d'éternel recommencement. Donc, début des problèmes parce que beaucoup de boulot, parce que vie entièrement dévouée à ça, pas de samedi, pas de week-end, mais de la passion, que de la passion. Et puis, début des problèmes parce que l'émission s'arrête et que je me retrouve, comme beaucoup, à dire qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, je sais écrire des bêtises pour la télé. Et donc, il faut se réinventer. Donc, après avoir été comédien et dire non, je suis pas comédien et m'être inventé auteur, il fallait me réinventer. Et donc là, j'ai réinventé un nouveau job qui était la production. Mais Ok. avant, je peux te parler de Laurent Baffy, bien sûr, oui. Vas-y, Laurent, non, non, mais Laurent Baffy, oui, je suis à Laurent, l'écoute. on a travaillé ensemble et puis lui, il est parti. Mais lui, il voulait faire de la télé. Laurent, il voulait faire de la télé, il voulait être vu à la télé, il voulait faire du cinéma, il voulait, d'ailleurs, après, il a fait des pièces de théâtre dans lesquelles il a joué, il aimait ça. Moi, je crois que mon expérience de comédien m'avait montré qu'en fait, je n'aimais pas tellement ça, que je n'aime pas beaucoup ça ne m'apporte pas un plaisir fou d'être sur scène. Je suis pas, je vous prie m'excuser pour le bip que vous venez d'entendre. Donc je disais, je suis pas un fan de la lumière et qu'il y a un plaisir fou, mais il faut aimer ça, à être fabricant plutôt que quelqu'un qui est sur scène. Et moi, je suis un fabricant. Je dis souvent que je fabrique des baraques de foire et les artistes, ils montent dessus. Je fabrique vraiment ça. Je fabrique leurs spectacles, je fabrique leurs idées, je fabrique leurs lumières, je fabrique leurs costumes et ça m'a toujours beaucoup plu. Ok, très 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 cool. J'ai la question sur l'écriture quotidienne là, que tu disais chez Bouvard. Oui. Tu comment tu trouvais l'inspiration à l'époque? Comment tu te réinventais? Parce que comme tu dis, c'était dévoué à ça tous les jours, tout le temps. Donc il faut être tous les jours à fond, tous les jours. C'est le même problème qu'avec les humoristes d'aujourd'hui qui font du stand-up, qui font des comédie clubs, et puis on en parlera peut-être aussi dans mes cours et maintenant mes masterclass, etc., où Mhm. j'aide en tout cas, où j'essaye d'aider, j'accompagne des jeunes à écrire et à devenir humoristes. C'est un muscle, l'écriture, c'est un muscle. Et c'est comme la danse, en fait, ce que je disais tout à l'heure, il faut écrire tous les jours, tout le temps. Et il faut penser ta vie quotidienne en blague, en disant tiens, j'ai vu un truc à la télé, ça pourrait être une blague. Tiens, j'ai vu une pub dans la rue, ça pourrait être une blague. Tiens, j'ai entendu un truc dans la rue, ça pourrait être une blague. Tiens, je suis allé faire des courses, le type, le vendeur ou la vendeuse qui m'a reçu ou pas reçu, parler, pas parler, je peux en faire une blague. C'est vraiment c'est du quotidien. Et la vie quotidienne aujourd'hui, parce que ça n'a pas changé, c'était juste à la télé avant, voilà, et puis maintenant c'est dans les comédie clubs, ce sont des humoristes qui écrivent tout le temps, toute la journée, qui essayent des nouveaux trucs, qui essayent des nouvelles blagues, qui fabriquent, qui changent, on ne fait que ça. La journée d'un humoriste consiste à se lever vraiment le matin, réfléchir à des blagues, écrire des blagues, puis aller jouer ses blagues dans un, deux, trois comédie clubs, puis rentrer chez soi tard le soir avec le moral si ça a bien marché ou pas le moral si ça n'a pas marché, et recommencer le lendemain à écrire des blagues, une blague, deux blagues, trois blagues. Et c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. C'est une obsession, c'est une façon de vivre en fait. Yes, il faut trouver le temps du coup d'aller faire ses courses, d'aller faire plein de choses au milieu, comme tu dis, pour s'inspirer. Bien sûr, mais je crois que, les artistes, enfin moi j'ai aussi fait ce métier-là pour deux choses. J'ai fait ce métier d'abord, en fait pour une chose qui règle toute ma vie, c'est la liberté. C'est pour ça qu'en fait, je te disais, quand Ah j'ai bah, cessé d'être comédien, j'ai compris que je voulais pas être comédien parce pour moi, je trouve qu'on n'est pas libre, mais c'est mon point de vue. On n'est pas libre quand on dépend du désir ou du regard des autres. Moi, je voulais être libre. Donc, j'ai décidé que toute ma vie, je déciderais de ce que je ferais. C'est moi qui serais force de proposition. Je fabriquerais
et je serai responsable du succès ou de l'insuccès. C'est toujours ce qui m'a plu et je continue à faire ça. Ça a un gros prix, ça coûte très cher dans sa vie parce qu'on peut voilà, ne pas accepter des contrats lucratifs, mais si vous n'avez pas envie de travailler avec telle personne, bah, vous ne le faites pas. Voilà. Donc moi, j'avais envie d'être libre. Et, Mhm. et la seconde chose, je me souviens plus. Je disais que il faut bien sortir Ah, la oui, journée pour faire ses courses oui, et tout oui. ça pour avoir de Non, non, l'inspiration, pour écrire des ouais. blagues et tout ça, quoi. Non, non, mais je crois aussi qu'on fait ce métier d'artiste parce qu'on veut pas vivre dans la réalité. Hmm. Moi, en fait, j'ai fait ce métier aussi parce que j'aime travailler les dimanches, j'aime travailler le samedi, j'aime travailler le jour de Noël, j'adore travailler le 31 décembre. En fait, la réalité, le quotidien, c'est horrible à dire, hein, mais tout ce qui n'est pas mon métier, j'ai beaucoup de mal. C'est pas les vacances, tout ça et tout, ça me passionne pas. Donc, je crois qu'on est très nombreuses et très nombreux à faire ce job parce qu'on fuit un peu et on va dans un monde qu'on se construit soi-même. Et, euh, et ça, c'est vraiment très agréable. Si on aime ça, c'est passionnant. Ah, mais je peux comprendre, oui, je sais pas, le côté anxiété de la société qu'il peut y avoir dans ce qu'on y trouve et ce qu'on y lit, ce qu'on y voit, et de s'évader. C'est d'ailleurs ça un peu le monde du divertissement, hein, pour aussi le public, c'est de venir s'évader du quotidien et vivre une autre expérience pour... Est-ce que c'est une fuite? Je sais pas ton point de vue là-dessus, Oui, non, mais non, parce qu'en fait, moi, quand je m'occupe, je sais très bien ce qui se passe dans le monde, et ça, je sais. Je pense même que ça peut servir à l'écriture, hein. Moi, je dis bien toujours sûr. à mes élèves ou tout ça, mais renseignez-vous surtout, sortez, regardez le maximum de films, lisez, voilà, même voyagez si vous pouvez, tout ça et tout. Non, c'est vraiment le quotidien, quoi. Moi, je sais pas, mais je crois qu'on est très nombreux, les artistes. C'est vrai que le quotidien, ça nous branche pas trop. On aime bien, nous, prendre un train à 6 heures du matin, arriver tard, repartir le lendemain tôt. Je sais que c'est pareil des vies un peu folles, mais au fond, ça nous amuse et c'est une vie un peu. Mais ça ne veut pas, c'est pas antinomique avec le fait d'être très conscient de tout ce qui Mm. se passe, de la réalité. Ça m'a pas empêché d'élever deux enfants, ça m'a pas empêché d'être amoureux, ça m'a pas empêché de vivre, etc. Mais c'est une vie un peu différente. Ok, très bien. C'est une belle ouverture sur la suite de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la carrière. Donc, tu disais que tu t'es réinventé en tant que producteur. Oui, c'est ça. Alors après avoir été comédien, acteur, bah, et puis tout d'un coup donc auteur, et puis tout d'un coup les émissions s'arrêtent, bah il y en Voilà, a là, pas ça d'autres. s'arrête. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième grosse période de déprime quand même, parce que tout s'écroule. Et bah, j'envoie des projets, je commence à imaginer des histoires, je commence à imaginer des scénarios de téléfilms, je les envoie à des différents producteurs et c'est marrant parce qu'en fait, la vie montre que souvent vous rentrez par une porte, vous êtes persuadé que ça va être la porte qui va tout vous ouvrir, puis en fait, pas du tout. En fait, cette porte va vous emmener dans un truc qui va peut-être vous faire rencontrer quelqu'un auquel vous attendiez pas, et c'est lui ou elle qui va vous emmener ailleurs. Ça s'est passé comme ça. En fait, j'ai envoyé des dossiers à une quinzaine de boîtes de prod dont j'avais pris vraiment les adresses dans l'annuaire, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était les annuaires. Ouais. Et Quand tu dis de dossiers, c'est des idées d'émissions, des ouais. idées, voilà, tiens, un film là-dessus, une idée là-dessus. Et j'ai un producteur qui m'a appelé en me disant, écoutez, les idées, ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'intéresse, venez me voir. Et lui, il allait monter sa boîte de prod personnelle. Et il m'a proposé d'être son assistant. Moi, je connaissais pas le monde de la production, mais il y avait du côté encore fabrication, il y avait côté on monte des projets, on essaye de, voilà, on fait des rendez-vous, on essaye de trouver des réalisateurs, des actrices, des acteurs, Donc j'ai été assistant, producteur pendant 3-4 ans à faire des photocopies, à faire le café, à répondre au téléphone, secrétaire, quoi. Mais je voyais comment ça se passait. Et mon passé quand même d'auteur, de trucs comme ça, faisait que je savais parler aux artistes, je savais parler, on parlait un peu le même discours. Et après avoir été assistant producteur, j'ai demandé à mon patron, à mon producteur, je lui ai dit, bah, maintenant, je voudrais être producteur à mon tour. J'ai des idées, je voudrais faire des émissions. C'était un jeudi après-midi, je crois. Et il m'a dit, oh oui, dans 4 ou 5 ans, tu pourras être un bon producteur junior. Alors, j'ai donné ma démission le lendemain. Et le lundi, j'ai monté ma propre boîte de prod. Parce que j'avais pas envie d'attendre 4 ans. Et j'ai appelé ma boîte de prod une grosse boîte américaine. Parce que je voulais que mes parents
soient fiers de moi et que quand on leur demande qu'est-ce que fait votre fils, ils puissent dire, bah, il dirige une grosse boîte américaine. Et voilà. Et de là, on s'est amusé parce que là, j'ai commencé à écrire, à produire. Et pareil, c'était très aussi artisanal. J'avais une équipe formidable, mais quasiment tout ce qu'on produisait, c'était pas que moi, mais c'était moi qui avais l'idée ou moi qui écrivais. C'était très artisanal. Les chaînes de télé avaient beaucoup aimé notre façon artisanale et on s'est mis à produire des programmes pour les enfants, très déconnants, très drôles. Ok. On s'est mis à produire des documentaires autour du monde. On s'est mis à produire des documentaires sur le théâtre. Et ça a bien marché pendant 10 ans. Ok. Ça, tu proposais le projet, t'allais voir France Oui, 2, etc. voilà, Et tu on disais voilà. fait des projets, on essaye de faire, de se faire connaître des responsables. Il y a le responsable des programmes enfants, il y a le responsable des documentaires, il y a le responsable des films, il y a le responsable des émissions. Puis on va les voir, puis eux, ils font leur marché, ils disent oui, ils disent non, développe-moi ce projet. Alors on fait un pilote, et puis ils disent bah d'accord, on prend. Et c'était vachement bien. Et puis, au bout de ces quelques années, je commençais à gagner de l'argent avec cette boîte. Et mais je savais pas quoi faire. Ah, ça fait bizarre de dire ça. Je savais pas quoi faire de mon argent. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi un copain m'appelle en me disant, tiens, je vais faire des matinales à la radio. Je vais faire une matinale à Europe 2. Tu te souviens, on était ensemble on faisait des sketchs il y a 5-6 ans. Tu voudrais pas venir écrire des sketchs pour moi le matin de 6h à 9h à la radio? Moi, j'avais jamais fait de radio. Je m'étais jamais levé à 5 heures du matin. Donc, deux choses nouvelles pour moi. C'était plutôt l'heure à laquelle je me couchais. Donc, je dis oui. Donc, on va faire de la radio. On a fait une émission de radio qui s'appelait La Paillote sur Europe 2, 6h, 9h pendant, je crois, un an. Et là, je rencontre un auteur qui, en fait, venait gagner sa vie pour écrire des blagues, mais il n'avait pas du tout envie de faire ça. Lui, il voulait écrire des pièces de théâtre. Et il me la donne à lire. Et je ris du début jusqu'à la fin. Et, et je dis, bah tiens, je vais produire ta pièce. Je ne savais pas comment on faisait. Je ne savais pas. Et j'ai commencé à assaillir les théâtres parisiens de demandes. Comment on fait? Est-ce qu'on peut faire? Alors, au théâtre, on fait ce qu'on appelle des lectures. C'est-à-dire que les Ouais. directeurs de théâtre, c'est un peu leur job. Toutes les semaines, ils accueillent des gens qui viennent, des comédiennes, des comédiens qui viennent et qui lisent une pièce nouvelle. Et puis, bah, ils regardent si cette pièce leur plaît. Parfois, ils en font 20, 30, et puis il n'y en a pas qui leur plaisent. Et on va lire cette pièce. Je me souviens, c'était au Théâtre du Splendide, célèbre Théâtre du Splendide, hein, où étaient passés plein de gens du Splendide. Et les directeurs hurlent de rire et disent, bah, on va produire cette pièce. On a un problème parce qu'on avait déjà une autre pièce, mais on aime tellement celle-là. Est-ce que vous pouvez être prêt dans 2 mois? Moi, je dis oui, oui, on peut être prêt dans 2 mois. Ah, tout le monde me dit, mais c'est pas possible, dans 2 mois, c'est impossible, c'est beaucoup trop tôt, c'est pas possible, etc. Et puis, bah, bon an, mal an, on a trouvé les actrices, on a trouvé les acteurs, on a produit et la pièce a été un succès pendant 1 an et demi. Et donc, c'était vachement bien de revenir au théâtre en tant que producteur, une fois de plus de fabricant. Et cette pièce s'appelait Le Béret de la Tortue. Ça a révélé l'auteur qui s'appelait Gérald Sibleras, qui est un auteur qui aujourd'hui a reçu plein de Molière, qui d'ailleurs joue une pièce, a écrit une pièce qui marche très bien depuis 2-3 ans après, qui s'appelle Berlin, Berlin. C'est un des très gros Ok. succès. Et on est toujours amis. Et voilà, j'ai produit 2-3 pièces après, qui ont connu aussi des très gros succès, comme Vive Bouchon, qui était une pièce complètement folle, mais très drôle. Et là, ma société de télé avait des problèmes parce que bon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas. En fait, le problème de la télévision, c'est votre trésorerie, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites Ben, des j'allais venir à projets. cette question. Parce Voilà, que tu parles de production et tu disais, moi j'allais te voilà. demander bah, comment tu avais financé la prod Ah, des théâtres, enfin des pièces et tout ça, quoi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais financé ma pièce de théâtre grâce aux marges que j'avais faites parce que mes À la émissions télé. marchaient bien, voilà. Et Ouais. qu'en fait, en télévision, si tu veux, c'est très simple. Hein. Tu sais que la télévision t'achète un truc 10 francs, bah, tu essayes de fabriquer ton émission 8 francs pour gagner 2 francs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bon, mais le problème, c'est que lorsque tu n'as plus d'émissions, parce qu'il y a un moment où bah, il y avait un petit creux, on savait plus, on avait moins d'idées, les chaînes ne pouvaient pas prendre tout le temps nos idées. Bah là, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, un an, faut vivre sur tes réserves en essayant de trouver des nouvelles idées.
Et je me suis fait avoir parce qu'il y avait un très gros producteur à Paris qui s'était mis à racheter des boîtes de production. Il en a acheté 50 en nous promettant qu'il allait nous aider, en nous filant de la trésorerie, comme ça on avait le temps de développer des nouveaux projets, etc. Et j'ai dit oui, et je me suis vite rendu compte au bout d'un an que c'était pas tout à fait le projet prévu, que le type avait acheté ça pour en fait monter un projet en bourse. Enfin, c'était pas terrible du tout. Et ma société a périclité. Et donc, troisième fois, si je crois, où tout s'écroule. Je perds ma boîte de prod, j'ai plus de contrat, il faut de nouveau se réinventer. Donc, Yes. nouvelle Alors, on période est en de... quelle année là? Je sais plus dans les dates, j'ai pas trop de notion du temps, mais 2006, 7, avant par les années là? 2000, avant les années 2000, je Avant les années pense. 2000. Là, Ok. donc, de nouvelles dépressions, super, qui durent un petit moment. Et donc, voilà, là, c'est très compliqué. Je fais vraiment un peu de tout et n'importe quoi pour survivre. Et, euh, et on m'appelle pour me demander si l'auteur avec qui j'avais travaillé, Gérald Sibleras, accepterait d'écrire les dialogues d'un gros projet de comédie musicale, très gros projet de comédie musicale, qui était Rabbi Jacob. Sur Ouais. le papier, ça avait l'air d'un projet fantastique, mis en scène par Patrick Timsit. Et j'appelle mon ami Gérald en disant, écoute, on me propose ça, est-ce que tu veux écrire les dialogues? Et lui, il me dit, écoute, non, j'en ai rien à faire. Il dit, non, t'as qu'à dire oui, puis c'est toi qui les écriras. Voilà. Donc, on a fait ça, on rigole, en fait, on les a écrits, ces dialogues, et c'était une énorme machine, cette comédie musicale, c'était au Palais des Congrès à Paris, donc 4000 places oui, je crois, 4000, 5000 places à remplir tous les soirs, grosse machine, musique de Vladimir Kosma, gros truc, et ça a été un bide énorme, vraiment, un succès total. La presse avait titré Rabid Jacob, tu vois, le mauvais jeu de mots. Ils trouvaient tout très mauvais. Et c'est drôle parce que ça m'a appris que un échec peut apporter 10 fois plus qu'un succès. Ok. Parce que cette opération qui avait été vraiment une catastrophe nous a soudés. Et j'y ai fait d'abord des amitiés très fortes, comme avec Marianne James, qui jouait dans la pièce, dans la comédie musicale, avec qui on est amis depuis toujours. Patrick Timsit, qui donc met en scène ce spectacle qui marche pas, mais qui me propose. Il me dit, ben oui, mais je sais pas, t'as une façon. On parlait beaucoup quand même, on essayait de sauver le projet, on avait des idées. Il me dit, écoute, moi, je vais remonter sur scène, je vais refaire un one-man show. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il sait toujours pas pourquoi quand je lui demande, tu veux pas me mettre en scène? Et je dis oui, bien sûr. Et j'avais jamais fait ça de ma vie. Je savais même pas ce que c'était que la mise en scène, je savais pas moi. Donc je dis oui, oui, bien sûr. Oui. Et donc, quatrième, je crois, quatrième moment de ma vie, euh, Où la t'apprends un mise en métier. scène. Voilà, nouveau métier, mise en scène de One Man Show. Entre-temps, M6, je ne sais pas pourquoi non plus, alors que c'était un bide, c'est ce truc, vraiment, toute la presse se moquait de nous en disant que vraiment ce spectacle était épouvantable. Euh, Me commande une autre comédie musicale pour enfants. Et là, en revanche, ça a été un énorme succès. J'ai eu la chance d'écrire Cendrillon, qui s'est joué à Mogador pendant près de 3 ou 4 ans et qui était vachement bien, avec très bien mis en scène par une femme qui s'appelle Agnès Bourri. Super spectacle, super souvenir. Voilà, comme quoi vraiment d'une catastrophe totale. En fait, une nouvelle comédie musicale est née, des amitiés sont nées, et je me lance dans un nouveau job qui est la mise en scène de One Man Show, que je ne connais absolument pas et qu'il va falloir que j'invente. Et voilà. Ok. Et c'est encore ce que tu fais aujourd'hui. Mais si j'en crois les dates sur notre ami l'Internet, ça Oui. fait presque 15 ans, enfin, ou plus de 15 ans que tu es là-dedans. Voilà. Bah oui, donc je me retrouve moi dans la maison de campagne de Patrick Timsit et on commence à répéter le texte et vraiment à répéter un peu, lui debout dans le salon, à dire les mots et puis il n'y arrivait pas, il ne se souvenait pas. Et moi, le soir, j'appelais mes potes en disant, mais c'est quoi la mise en scène de One Man Show? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais J'allais te pas. poser la question. Ouais, je savais pas. Et mes potes, ils me disaient, mais je sais pas, il n'y a pas de metteur en scène de One Man Show. Parce qu'il n'y avait pas de metteur en scène de One Man Show. Quand j'ai fait la mise en scène de Patrick Timsit, je crois, c'est peut-être
un peu prétentieux, mais je crois qu'il n'y avait pas de metteur en scène One Man Show. J'étais peut-être le premier, parce qu'après Isabelle Nanty a fait une mise en scène, mais je crois que c'était juste après moi ou en même temps. Mais bon, voilà, on était les pionniers, ça n'existait pas. Avant, les humoristes faisaient leur spectacle tout seuls, avec des lumières qui étaient un peu inventées au dernier moment, pas de décor, et voilà, c'était comme ça. Et ça marchait très bien d'ailleurs, il n'y a rien à dire. Mais bon, alors, je savais pas quoi faire, je sentais bien que ça fonctionnait pas. Patrick aussi, à quoi ça servait d'apprendre dans son salon, tout ça. Et je lui ai, au bout de 3-4 jours, je lui ai dit, écoute, je crois que ça sert à rien, c'est une mauvaise idée. Ou alors, laisse-moi une nuit et on se revoit demain matin. Il me dit d'accord. Et moi, toute la nuit, j'ai pris son texte et puis j'ai coupé dedans. Mais vraiment avec des ciseaux et du scotch, j'ai coupé, j'ai mis telle phrase là, ça là, j'ai jeté ce sketch là, celui-là c'est trop long, ça me fait pas rire. Tiens, on va commencer par ça. Je me suis couché à 5, je crois, 4 heures du matin. J'ai laissé sur la table de la cuisine voilà, il y avait 80 pages, j'en avais gardé à peine 30. Et voilà, avec des bouts de scotch, des trucs, des machins. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, il était en train de boire son café. Il m'a dit, bah écoute, tu vois ça, là, c'est ça ce que je vais jouer. Ça, c'est le spectacle. Et ça, je vais jouer ça. On a joué ça. Je me suis amusé à la mise en scène et j'ai fait des choses qui n'existaient pas trop dans le One Man Show. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment des lumières, pas moi, parce qu'on avait pris un créateur lumière formidable, mais on avait travaillé, on a fait des lumières magnifiques, on avait pensé à tout, les costumes, le truc. Voilà. Et il s'est passé ce qui se passe à Paris, c'est comme on a eu la chance de faire un succès, grâce surtout à Patrick, au texte et tout ça, peut-être aussi à la mise en scène, je ne sais pas. Bah, tout d'un coup, tous les autres humoristes ont voulu le même jouet. Ils se sont dit, bah, moi aussi, je veux un metteur en scène. Ah, bah, moi, je veux pareil. Et, euh, et de là, ils sont venus me demander. C'est qui le Et je premier ou la suis donc, première? Après lui. comment? Après lui, C'est Jean-Luc qui? Lemoyne. Ouais. Et puis, en parallèle, il y a un truc qui s'appelle le Festival d'humour de Montreux, Mhm. qui est un festival bon, qui diffuse sur une petite chaîne. À l'époque, c'était Paris Première ou France 4. Et je connaissais le directeur et je lui dis, tu veux pas que je fasse une... Et puis, il n'y avait pas vraiment de mise en scène. C'était des galas un peu, ils récupéraient un peu des artistes à droite, à gauche. Les artistes n'avaient pas très envie d'aller là-bas, en Suisse. C'était loin, ça les embêtait. C'était pas diffusé. Bon, c'était pas une machine qui marchait très bien. Et donc, je propose de faire un... Voilà, je dis, bah tiens, moi, ça me ferait plaisir. Il me dit, bah oui, si tu veux. Et je propose de faire une soirée cabaret. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'au milieu de tout ça, les soirs, moi, je faisais du cabaret avec à Paris les derniers cabarets qui étaient les ancêtres des comédie clubs. Quoi. En fait, j'allais faire des sketchs dans des cabarets. Aujourd'hui, ça s'appelle comédie club, mais c'était un peu ça. Bon, et il trouve ça un peu ringard. Il me dit, oh là, une soirée cabaret, c'est ringard. Bon, enfin, vas-y, si tu veux. De toute façon, j'ai besoin absolument d'un spectacle, donc vas-y, fais-le. Donc, j'appelle tous mes potes et on fait cette soirée cabaret qui, mais cartonne, cartonne. Le public adore. Et je m'en souviens avec C'est... émotion parce que j'avais découvert un artiste tout jeune dont je crois que c'était la première télé, toute première télé, qui s'appelait Michael Gregorio, qui est donc Mhm. cet imitateur formidable, comédien, artiste, showman, qui fait des spectacles où il imite des chanteurs d'une façon extraordinaire. Quand vous allez voir un spectacle de Gregorio, on a l'impression d'être un concert où il y a tout le monde, autant Mick Jagger que la Calas, que Vianney, enfin, c'est formidable. Première télé, et je me souviens qu'il a subjugué tout le monde parce que il était tout jeune, il est plutôt, enfin c'est une petite brindille sur scène, il est tout petit, tout frêle et il faisait la voix de Joe Cocker, de Louis Armstrong. Enfin, les gens étaient totalement stupéfaits. Et comme le directeur du festival de Montreux, qui est toujours le même, qui s'appelle Grégoire Führer, m'a dit bon maintenant tu vas faire toutes les mises en scène en fait, et puis tu vas devenir directeur artistique du festival. Et j'ai pendant 10 ans fait toutes les mises en scène et était le directeur artistique de ce festival de Montreux. Et du Ok. coup, des artistes qui passaient au festival et que je sélectionnais me demandaient aussi la mise en scène. Quoi. Et c'est comme ça que pendant 15 ans, oui, j'ai fait de la mise en scène, de l'écriture, avec Éric Antoine, Manu Payet, Charlotte Gabry, Jean-Luc Lemoyne, Arnaud Ducret, Coche, de nouveau Patrick. Puis alors, ce qui était bien, c'est que j'ai fait beaucoup de fois. J'ai fait 2 fois Éric Antoine, 3 fois Jean-Luc Lemoyne. Voilà, beaucoup de parce qu'on s'entendait bien. Et euh, et puis voilà. Et puis encore des projets. J'ai monté un festival de Montreux à Singapour. On est allé jouer à New York. Enfin, on s'est bien amusé. Tu fais toujours Montreux aujourd'hui?
Non, parce que ça, c'est un second aspect de ma personnalité que j'ai découvert aussi, en plus de la quête de liberté, c'est que quand j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire, je reste pas. C'est pas que ça me plaît pas, c'est pas du tout ça. C'est que il y a des gens qui comprennent pas ça dans le métier, mais en fait d'autres le comprennent, donc ça me va. C'est que honnêtement, j'ai l'impression d'avoir donné tout ce que j'avais à donner, et qu'après ça serait un peu me répéter, faire des vieux trucs, pas apporter de la nouveauté, donc pas être honnête avec moi-même. Et si je suis pas honnête avec moi-même, je serai pas honnête avec le public. Donc au bout de 10 ans de Montreux, au bout de près de 50 galas programmés, avec une génération d'humoristes qui n'était pas aussi nombreuse qu'aujourd'hui, donc parfois reprogrammer les mêmes, que le public aimait, bien sûr, c'est pas le problème. Mais bon, je trouvais qu'il était temps de laisser la place à quelqu'un qui arriverait avec un air frais, euh, une nouvelle, voilà, un nouveau regard. Je trouve ça normal. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait créé quelque chose de chouette. Je dis on parce qu'il y avait une belle équipe. Comme Internet arrivait, on avait tout d'un coup senti le vent venir et on a commencé à mettre ce festival sur YouTube. Et aujourd'hui, au fond, le festival de Montreux, qui est devenu une machine énorme, euh, est un endroit où les artistes vont pour avoir leurs vidéos sur YouTube. Alors que quand je suis arrivé, ils venaient faire le gala, on les filmait, bien sûr, mais le plus important, c'était quand même le gala et effectivement le direct à la télé. Mais quand j'ai monté toute cette chaîne YouTube avec toute l'équipe et tout, quand on est, voilà, c'était maintenant. Et moi, je suis arrivé quand à Montreux, les artistes voulaient pas venir, on leur courait après. Quand je suis parti, tous les artistes voulaient venir et c'était l'inverse. Mais ça a été une belle aventure. Mais j'ai créé d'autres festivals qui, au bout de 5 ans, je disais, bah, allez-y, prenez les rênes. Je crois que j'ai fabriqué, c'est bon, vous savez comment ça marche. Voilà les clés, allez-y, amusez-vous, c'est votre truc maintenant. Je pourrais pas, moi, rester 30 ans dans le même. C'est pas possible. Ça correspond pas à mon caractère. Ouais, c'est le côté créatif et Oui, réinvention ouais, avec des permanent. cycles. Ouais. Ouais, Là, aujourd'hui, donc ça fait 15 ans que tu fais ça ou que tu as fait ça. oui, Euh, il y a 15 ans, tu n'avais pas la définition, tu appelais tes potes pour demander ce que c'était la mise en scène de ouais, One Man Show. ouais, Et ouais. aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi comment tu définirais ça et quelles sont un peu les astuces, tu vois, les meilleures pratiques, les choses que tu retiens de ces années? Alors, je crois que la mise en scène de One Man Show, déjà, ça demande un truc très particulier, c'est qu'il faut pas d'ego. La metteuse en scène ou le metteur en scène de One Man Show ne peut pas avoir d'ego parce qu'on travaille vraiment pour quelqu'un qui est l'artiste qui est sur scène. Un metteur en scène de théâtre, il monte une pièce de théâtre, c'est sa vision. Les gens même vont voir parfois des mises en scène j'en sais rien, Ariane Mouchkine, aujourd'hui, j'en sais rien, Nicolas Briançon, Ladislas Cholat, Thomas Joly, le metteur en scène c'est sûr que quand Thomas Joly, qui a mis en scène Starmania, va faire sa prochaine mise en scène, les gens vont aller voir la mise en scène, pas le spectacle, parce que c'est Thomas Joly qui a fait la mise en scène et que c'est beau, etc. On va jamais voir un one-man show mis en scène par. Personne sait qu'on fait. Et c'est d'ailleurs très bien. Ça me va très très bien. Donc il faut être aucun ego. Il faut aimer, en tout cas moi c'est ma règle, il faut aimer vraiment à fond l'artiste pour lequel vous travaillez ou pour laquelle vous travaillez. Il faut aimer son humour, il faut être d'accord avec ce qu'elle dit ou ce qu'il dit pour le défendre au cas où. Il faut complètement se fondre dans son univers, voir comment elle parle, quel est même son rythme de parole, quel est son humour, quel est son univers. Il faut vraiment faire Moi, je fais de la haute couture. Je fais vraiment, voilà, je peux vous dire, il y a une époque où je mettais en scène le matin Éric Antoine, l'après-midi Jean-Luc Lemoyne et le soir Arnaud Ducret. Les 3 répétitions par jour. Jamais un conseil qui allait à l'un pouvait correspondre à l'autre parce que c'était des artistes totalement différents. Donc il fallait à chaque fois rentrer dans une nouvelle énergie, un nouvel univers, une nouvelle dynamique. Et c'était passionnant. Mais il faut vraiment ça. Le conseil que je donnerais, c'est il faut pas rêver, hein, faut pas être l'artiste à la place de l'artiste. Il y a des gens qui font ça en disant mais moi si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais non, t'es pas à ta place. C'est lui qui fait ça. Il faut vraiment rester et puis il faut aimer ça. Il faut aimer être dans l'ombre. Il faut aimer s'occuper de choses que j'adore qui sont les lumières, la technique, la cohésion d'un groupe, l'accompagnement au quotidien de l'artiste, parce que un spectacle, en tout cas ceux que je fais, peuvent durer jusqu'à 3 ans, 4 ans. Donc il faut rester avec l'artiste.
être là quand on change de salle, adapter le spectacle si on va le faire en Zénith, à l'Olympia, ou dans des voilà, l'adapter pour la tournée, c'est tout ça. Moi, alors après c'est ma marque de fabrique, c'est pour ça que je pense souvent que les artistes travaillent avec moi, les producteurs aussi, c'est que j'accompagne l'artiste tout le temps. C'est-à-dire que si le spectacle dure 3 ans, pendant 3 ans, je suis avec lui, on se parle tout le temps. S'il change de salle, j'adapte le spectacle. Voilà, c'est un accompagnement humain. Hein. Moi, j'ai fait 2 spectacles avec Patrick Timsit, 2 avec Éric Antoine, 3 avec Jean-Luc Lemoyne. Voilà. Arnaud Ducret, j'étais avec lui en tournée tout le temps. Ouais, tu vas à toutes les, à peu À près à toutes toutes les les dates, dates. parce que la Au début surtout. oui, parce qu'au bout d'un moment, les producteurs te disent, bah non, on n'a pas très envie de te payer ton train et ta chambre de bonne, ta chambre ta chambre d'hôtel. Mais oui, dès que je peux accompagner l'artiste en tournée, voilà, parce que c'est aussi un métier de solitude, hein, la tournée d'humoriste, on est tout seul dans sa chambre, tout ça et tout, voilà. Bah oui, je le fais beaucoup, ça me paraît normal. C'est vraiment de l'accompagnement. C'est des amis, hein. Patrick, Tim Seed, c'est mon ami depuis 20 ans. Éric Antoine aussi, Arnaud Ducret aussi, c'est des amis. Donc, voilà, moi je fais ça dans cet esprit-là. En tout cas, c'est peut-être pas tout le monde, mais moi, oui. Ok, très cool. C'est, t'as des anecdotes un petit peu sur ce métier, des trucs drôles ou des moments un peu cocasses, voire durs, pourquoi pas, émotionnels, qui t'ont marqué, tu vois, et qui ont forgé ton caractère, la façon dont tu fonctionnes aujourd'hui. Alors, j'ai un autre défaut ou qualité, je sais pas, c'est que je n'ai aucun souvenir de rien. D'abord, je suis une tombe, donc je n'ai aucune anecdote sur les artistes, et je pense que c'est très important dans mon métier d'être une tombe. Non, mais il faut savoir que c'est très. Les gens, je pense, mais c'est pas grave, mais les gens ne savent absolument pas à quel point ces métiers d'humoriste, c'est très très compliqué. C'est des métiers de solitude totale, c'est des métiers d'angoisse totale. Ce qui est drôle, c'est que un artiste avec qui je vais travailler, qui a 19, 20, 22 ans, 23 ans, qui commence, va avoir exactement les mêmes angoisses, les mêmes questionnements, les mêmes problèmes que quelqu'un dont on pourrait dire non, mais ça va, il a 30 ans de carrière, il remplit des salles faciles, il fait des 2000 places, des 3000 places sans problème. Non, non, ils ont les mêmes angoisses. C'est un métier dans lequel on n'est jamais satisfait, jamais heureux. Je veux dire, on est heureux, mais pas totalement heureux. C'est un métier très éphémère. L'humour, c'est sans aucun doute le plus éphémère. Hein. La chanson, on s'en souvient. On chante encore, toi, moi, les gens qui nous écoutent, des chansons qui ont 40, 50 ans. Les films, ils restent, on les regarde. Les tableaux, ça reste. Les livres, ça reste. Une blague, elle meurt à une vitesse folle. Même des humoristes qu'on aime beaucoup, parfois les sketchs sont plus très rigolos. Si Ouais, on vieillissent réécoute un mal. sketch, ouais, oui, tu réécoutes un sketch de Coluche, j'admire Coluche, c'est formidable, mais l'être humain en plus. Mais comme l'humour est très lié à l'époque dans laquelle tu écris la blague ou lié à l'époque qui se passe, ben, l'humour des années 80, c'est plus du tout l'humour des 90. Et l'humour, là, quand on est en train de faire en 2024, dans 10 ans, il sera complètement dépassé, ça sera plus ça. Donc, c'est hyper éphémère. Et je pense qu'il y a une angoisse que les artistes ont. Beaucoup d'artistes, de grands artistes, de grands humoristes, ils ont beau faire des salles remplies à 8000 places, ils ont une angoisse cachée quelque part qui est oui, mais ça y est, c'est fini, c'est parti, il n'y a pas de traces, je laisse pas de Hmm. traces. Et ça, c'est très lié à l'humour. Mais c'est très compliqué l'humour. C'est très. Et puis aujourd'hui encore plus avec oui, on peut pas, faut pas faire ci, faut pas dire ça, etc. Ce qui est une bêtise, bien sûr. Mais ouais, c'est un art très particulier quand même. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que si, tu vois, si moi-même j'essaye de me projeter sur mes usages, tu vois, en termes de consommation d'humour, c'est vrai que je pense à 99%, c'est de l'humour actuel, quoi. Enfin, Bien sûr, c'est ce qui se fait en nouveauté, surtout aujourd'hui avec les formats shorts, tu vois, sur YouTube et autres, où bien sûr. tu regardes toutes les nouveautés, tout ce qui se passe avec tous les créateurs, ou alors montreux et tout ça, mais donc c'est des choses qui ont été filmées l'an dernier, quoi, tu vois, enfin, ou dans les quelques dernières années qui viennent de passer. Mais tu sais, il y a, je dis tout le temps ça dans mes écoles ou mes masterclass que je donne. Il y a des humoristes
si je peux vous donner 2 noms, 3 noms d'humoristes aujourd'hui, mais qui ne vous disent rien, ou peut-être à quelques passionnés, qui sont par exemple comme, j'en sais rien, les Frères Ennemis ou Alex Métayer. Mais c'était des gens qui remplissaient, mais vous ne pouvez pas savoir. Alex Métayer était tellement connu qu'à l'époque, il était allé jouer à Paris au Théâtre du Châtelet, qui était un théâtre très intellectuel, très chic. C'était la première fois qu'un humoriste jouait là. C'était énorme. Il a joué au Théâtre de l'Odéon, il a rempli des salles gigantesques. Il jouait, à l'époque, les humoristes jouaient tous les soirs pendant 9 mois, 1 an, 2 ans. Puis, et puis voilà, on ne sait plus qui c'est. Euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Et peut-être que des humoristes d'aujourd'hui, on ne saura plus du tout qui elle est ni qui il est dans 10-15 ans, parce que ça va à une vitesse folle et qu'on consomme tous en plus aujourd'hui. On consomme, on consomme, on consomme, on consomme, et qu'on oublie. Et ça joue dans notre métier, l'éphémérité, ça joue, ça joue. Ouais, il y a peut-être un sentiment d'urgence et d'optimisation, du coup, peut-être de chaque spectacle, de chaque moment de gloire, entre guillemets. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pour ça Avec. que beaucoup d'humoristes se servent de la scène pour faire autre chose. Ça marche d'ailleurs, parce que si vous regardez aujourd'hui au cinéma, si vous regardez, réfléchissez à 2, 3, 4, 5 comédies de cinéma français, il n'y en a pas une, je crois, dont le premier rôle ou la première rôle ou la réalisation soit pas quelqu'un qui soit issu du one-man show ou du stand-up. Hmm. Aujourd'hui, les vedettes de cinéma, c'est Alban Ivanov, c'est Arnaud Ducret, c'est Jérôme Commandeur, c'est Bérangère Krief. Des humoristes comme Nora Hamzaoui jouent de plus en plus au cinéma, Laura Felpin, et tout ça, c'est des gens qui viennent de la scène. Ou d'Internet d'ailleurs, mais ils sont passés par la scène. Donc ils ont envie, c'est là où ils vont laisser leur trace, c'est au cinéma. Et c'est pour ça qu'ils ont tous envie de faire du cinéma. C'est la réinvention, ouais. Ou alors ils deviendront comme toi et ils seront à la mise en scène, à la Ouais, réalisation, à la production. bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais s'ils ont commencé sur scène, ils ont envie de rester sur scène, hein, je peux te le dire. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ça, c'est sûr. Tu nous parlais de c'est l'Académie de l'humour, c'est ça? Alors, ouais, Cette partie-là? oui, en fait, il y a quelques années, j'ai ouvert des classes. D'abord, j'ai ouvert une classe d'humour, écriture, jeu au cours Florent, mais qui est, on va dire, une classe complémentaire, c'est-à-dire que les élèves c'est des élèves comédiens, et puis ils viennent chez moi s'ils ont envie, 3 heures par semaine. Et Ok. puis après j'ai écrit un livre rigolo là-dessus, qui j'espère est rigolo là-dessus, où je donne mes techniques d'écriture, des conseils. Il y a beaucoup aussi de témoignages d'humoristes qui expliquent comment ils écrivent, comment ils travaillent. Et puis j'ai voulu que ce livre soit très pratique, donc il y a ce que c'est qu'une attachée de presse, ce que c'est qu'un producteur, comment marchent les festivals, comment marchent les droits d'auteur, comment on se fait payer, etc. C'est Et le puis guide presque alors, complet du presque parfait stand-up et one-man show. voilà, je voulais un titre court, c'est ça. Ah, bah, mais j'ai l'impression que c'est ce qui te caractérise. Voilà. Et du coup, ouais, ça a ouvert des choses. Après, il y a 3 jeunes femmes formidables, Aude Galliou, Perrine Blondel et Mélissa Rojo, qui ont ouvert l'Académie d'humour il y a 3 ans, où là, on sélectionne 12 talents et ils sont accompagnés toute l'année. C'est comme s'ils étaient à l'université. Ils travaillent 3 fois par semaine. Ils ont plein d'intervenants différents et ça marche très bien. Chaque année, il y a au moins 2, 3 artistes qui sortent de là avec un spectacle complet et qui jouent et qui font le métier. Et puis, bah, ça a ouvert. Maintenant, je donne, tu vois, des masterclass en Suisse. Je coach des humoristes, toute la nouvelle génération d'humoristes suisses. Je vais donner des masterclass aussi, des coachings en Belgique. Donc, ouais, c'est plutôt assez marrant. C'est encore une nouvelle option qui était importante pour moi d'essayer de transmettre, de rester en contact aussi avec la nouvelle génération, de découvrir de nouveaux talents et de continuer ce métier étrange que je fais, quoi. Ok, ok. Comment tu organises ta journée? C'est marrant ça parce qu'il y a quand même plein de choses, j'ai l'impression, dans ce que tu fais. Donc différents artistes qui appellent pas à la même heure, qui ont tout le temps des demandes. Aussi la gestion, à mon avis, de tout l'écosystème. Comment tu arrives avec l'expérience un peu à t'organiser? Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Tu disais que tu aimais le travail le week-end, et le 31 Ouais, décembre, le 25, ouais, enfin, ouais. le jour de Alors, Noël. j'avoue que je suis à la fois extraordinairement. Non, en fait, c'est pas vrai, je suis pas bordélique. Alors, Bordel organisé. j'ai une amie très spécialisée qui m'a dit, mais il y a une chose que tu ne sais pas, et pourtant je me moque de ça tout le temps. Elle m'a dit, mais tu n'as complètement oublié que tu es complètement HPI, donc en fait, tu as une pensée en arborescence. Donc, c'est vrai que je suis capable de faire
Je suis capable de faire 15 choses à la fois. Je suis connu pour ça et je les traite bien, mais j'aime bien, ouais. J'ai plusieurs dossiers ouverts dans ma tête. Et puis j'aime bien. Tu sais, j'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai une chance folle, moi. Je suis l'homme le plus riche du monde. C'est que je fais ma passion. Donc c'est tout. Et en fait, je me bats et je crois que je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour faire, inventer, trouver des trucs qui me permettent de continuer à faire ma passion. Si demain on me disait c'est fini le spectacle, je pense que ce serait très compliqué pour moi. Très, très compliqué. Donc, en fait, il faut inventer des nouveaux trucs pour continuer à faire, quoi. Continuer à s'amuser, à, à se passionner, à fabriquer. Donc, le travail, je me rends même pas compte. Oui, là, tu vois, je suis en production. Bah, là, c'est des journées un peu lourdes. Bon, pas lourdes. Après tout, il y a plein de gens qui travaillent plus que moi. Bah, oui, les coups de fil commencent à 8 heures du matin, ils finissent à 2 heures du matin. Les mails, les trucs, les machins, les billets. Bon, si on aime ce qu'on fait, c'est pas très compliqué. Mais les artistes sont des gens qui travaillent plus qu'on croit. Je sais que les actrices et les acteurs, ils vont pas aimer s'il y en a qui écoutent. Parfois ils travaillent pas, ils sont parfois un peu paresseux, c'est vrai, parce qu'ils ont la chance d'être appelés, d'être demandés. Voilà. Mais nous, derrière, les techniciens, les gens de l'ombre, les producteurs, les trucs, on travaille beaucoup, vraiment. Toutes les personnes, même de la nouvelle génération que je connais, qui sont ce qu'on appelle des bookeuses, par exemple, qui construisent la tournée d'un artiste, c'est-à-dire qui téléphonent partout pour vendre le spectacle de l'artiste, qui organisent. Les productrices, les producteurs sont des gens qui ne terminent jamais. Nous, rentrer à la maison après le travail et dîner, ça n'existe pas. Je veux dire, l'artiste va nous appeler à 11 heures du soir parce qu'il est angoissé, parce qu'il y a un problème de train, parce que c'était bien, parce que le spectacle s'est bien passé, parce que ça s'est mal passé. Voilà, on est tout le temps. C'est notre vie, quoi, en fait. C'est notre vie, on fait que ça. Mais après, quand t'aimes cette vie, y a pas de Oui, c'est problème, pour quoi. ça que je te dis, voilà, moi, j'ai un rapport à l'argent qui est très étrange. Je ne sais pas. Pour moi, 2 euros et 2000 euros, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai 2 euros, ça va. Si j'ai 2000 euros, très bien, mais je vois pas bien voilà. Mais, donc, c'est pas du tout c'est pas du tout ça qui motive. C'est vraiment de faire, c'est vraiment le challenge de fabriquer, c'est de se dire que la salle va être complète, que les gens vont être heureux, qu'ils ont ri, voilà, que c'est bien, Ouais, tu mises sur le succès, quoi, plus que sur l'avance que tu vas prendre, entre guillemets, au Ah bah, de niveau toute façon, moi, je monétaire. ne vis qu'au succès. Je suis payé Ouais, que au nombre de billets vendus, hein. C'est comme, ouais. voilà, donc il faut que ça marche, ça c'est sûr. Mais c'est même, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça c'est sûr, parce que je pense que c'est la dignité de l'artiste de gagner sa vie. C'est fini l'artiste maudit. Voilà, c'est pas parce qu'on est artiste. Je sais aussi que les gens pensent qu'on touche du chômage. Alors déjà, je rassure tous les gens qui travaillent, tous les auteurs en France, les dessinateurs, les gens qui font des bandes dessinées, les graphistes, les producteurs, n'ont pas de chômage. Donc sachez-le, nous vivons que grâce à Les notre. entrepreneurs non plus, ouais. Voilà, nous n'avons pas de Voilà. chômage, nous ne travaillons que grâce à si ça marche ou si ça marche pas. Ouais. Nous avons une retraite maintenant, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pour ça qu'on fait ça jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Nous n'avons aucune sécurité du travail, ça n'existe pas. Aucun bastingage auquel se raccrocher, il n'y a pas. Donc, mais c'est pas grave, on aime ça, on aime ça. Mais ouais, c'est vraiment du risque 24 sur 24, quoi. C'est le, mais c'est des bonnes émotions, des bonnes rencontres, des amitiés qu'on n'aurait pas pu faire sinon. Non, non, bah ça c'est des émotions, c'est sûr. Faut aimer ça. Hein. Il faut à la fois être un peu essayer d'être stable parce que c'est un métier qui déstabilise beaucoup. Mais c'est sûr qu'il faut, ouais, ouais, il faut être stable et à la fois sans doute être un peu dingo, c'est très possible aussi. Être un peu irresponsable, c'est sans doute très possible aussi. Ouais, je pense aussi, je vois pas mal de similitudes avec l'entrepreneuriat, comme je disais, ouais, Oui, que je connais bien, je pense aussi, je pense aussi. l'ascenseur émotionnel. Comment Voilà. tu progresses par rapport à tout ça et te réinventes, du coup, parce que tu dis que tu t'es réinventé plusieurs fois dans ta vie, en termes de métier, que voilà, les journées sont longues, toutes différentes, il y a plein de choses à faire. Voilà, comment tu progresses aujourd'hui, ou tu as progressé, tu t'es réinventé, Alors, je sais pas, je crois que me réinventer, ouais. ça a toujours été obligatoire. Ça a toujours été, voilà, d'abord parce que la vie. J'ai une espèce de. Je suis un peu un chat, je retombe sur mes pattes, mais je suis aussi un peu chat échaudé qui craint l'eau chaude. C'est-à-dire que je sais.
Bon, puis il y a un moment de ma vie, il y a quelques années, j'ai compris que j'allais peut-être moins faire de mise en scène avec des gens qui avaient 20 ans, parce que c'est peut-être pas moi qu'ils allaient demander, hein, c'est peut-être quelqu'un qui avait aussi 20 ans, et je les comprends bien, car après tout, j'ai travaillé avec des artistes qui avaient, voilà, qui étaient ma génération, qui étaient et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, quel est le moyen de continuer à connecter avec la nouvelle génération? C'est peut-être par l'enseignement. Donc c'était ça qui m'a donné l'idée de créer des cours, des masterclass, etc. Donc il y a toujours l'idée de dire, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je suis toujours comme ça. Moi, j'ai toujours une voix dans ma tête qui me dit, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc parce que quand quelque chose est fait, pour moi, il est fait. Donc et ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse plus, mais c'est derrière. Donc ouais, je crois que je suis toujours la même personne. Il y a toujours cet instinct de liberté farouche qui me guide. Donc, pour à la fois continuer à travailler et être libre, il n'y a pas d'autre solution que d'inventer soi-même son outil de travail, en fait. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai été, pour rien vous cacher, je l'ai oublié j'ai été engagé 2 fois à des postes très importants à Canal+, et j'ai les 2 fois donné ma démission parce qu'en fait, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. C'est pas du tout, j'ai rien contre, hein, oh là là, très bon salaire, plein de pouvoir et tout, mais pas pour moi. Pas possible. Je Impossible. comprends, je comprends beaucoup. Impossible. Je sais pas si tous les gens qui vont nous écouter comprendront, mais je vois exactement l'idée. Et puis, on parle ici, là, tu vois, de comment faire kiffer les gens, donc d'essayer d'infuser au fond des idées créatives autour des émotions positives, du plaisir, du rire, etc. Et donc, être soi-même libre, et enfin libre dans la création, libre dans le quotidien, ça, je pense il y a du bon à comment dire, pour transmettre ce plaisir et cette passion que nous-mêmes on peut avoir au public, aux clients, entre guillemets, ça dépend dans quel secteur on se trouve. Mais c'est vrai que c'est important et que la liberté, elle fait beaucoup. J'ai eu d'autres artistes et personnes du backstage, si tu veux, dans le podcast, et c'est souvent quelque chose qui est plébiscité, quoi, cette liberté. Oui, je crois qu'on a tous un moteur intérieur, hein, de toute façon. Tous les artistes avec lesquels je travaille, par exemple, il y a un moteur intérieur qui est très, 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 très intime et qui leur fait faire ça. Parce que c'est pas normal de monter tout seul sur une scène devant 10 000 personnes. Bon, c'est pas. Mais je crois que, comme les entrepreneurs, il faut assumer ces moteurs intérieurs. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont envie, j'en sais rien, de reconnaissance énorme. Ouais. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont envie de pouvoir. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont envie d'argent. Il y en a, et tout ça est très digne. Il y a pas de jugement moral là-dedans. Moi, je crois que mon moteur, ça a été d'être libre, vraiment d'être libre, voilà, de faire ce que et je continue. Et quand je, et quand je me fâche, des fois, quand je m'embrouille avec des amis très intimes ou ma femme, ça leur sort en me disant, mais toi, c'est pas possible, tu fais toujours que ce que tu veux. C'est vrai, je me rends compte, c'est vrai, je reconnais. C'est pas égoïste, c'est juste que je ne peux pas faire autrement que ce que je veux. Et je sais pas pourquoi. Et ça sera ça mon moteur, donc je l'assume. Et du coup, je fabrique tout autour, tout ce que je vais fabriquer autour, tout ce que je vais faire autour doit aller dans cette direction-là, quoi. Ça sera ça mon meilleur salaire, hein. Ah bah je peux relater. Moi j'ai souvent des amis qui m'ont dit, parce que voilà, moi j'ai monté plusieurs sociétés, etc. J'ai toujours fait mes trucs, et on dit ouais, tu veux pas prendre un job salarié, tu veux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais non non, ça c'est, si ça vient Non, pas de moi, si c'est pas mon truc, j'ai trop de force créative. Ouais, je suis comment dire. Oui, je suis entêté. Oui, c'est pas facile tous les jours, etc. etc. Mais au final, voilà, là je fais le podcast, je fais d'autres trucs, et c'est ça qui me plaît en fait. Et mais je te oui, oui, comprends tout à mais fait. après, chacun doit s'analyser Exact. et avancer et s'accepter et voir. On découvre que très tard. C'est comme, tu sais, dans mes mises en scène, j'ai jamais eu l'impression de. C'est la presse ou les journaux qui disent, ah, mais il y a une patte, on reconnaît bien la mise en scène de. Mais moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, ils reconnaissent bien la mise en scène de. Je savais pas du tout que j'avais. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que si, c'est vrai, quand tu revois. Ah bah oui, c'est vrai que j'aime bien quand les choses sont très précises, que ça va vite, que les gags sont très très travaillés, que c'est très carré. Oui, c'est vrai, je me rends compte de ça. D'autres, ça sera autre chose. Mais en fait, je crois que le plus important, c'est d'avancer tout le temps, c'est de continuer à travailler le plus longtemps possible. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que c'est mon but dans ma vie. Euh, D'aller au bout de cette aventure qu'on ne connaît pas, de savoir que c'est jamais, les choses se passent, elles arrivent, mais jamais comme on pense, jamais au moment où on pense, pas forcément avec les gens.
avec lesquels on pense. Donc, c'est dire oui à plein de trucs, être capable de dire non à d'autres aussi. Il y avait quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'une carrière d'artiste se fait beaucoup plus sur les non que sur les oui. Parce que dire non à certaines choses, c'est aussi avoir le courage de dire non, ça je fais pas, non, je travaille pas avec cette personne-là, non, je cautionne pas ce discours-là. Oui, le salaire est très bon, mais non, je suis pas d'accord. Enfin, moi, voilà, je suis comme ça. Et, euh, et c'est ça, je crois, qui bon an, mal an, nous permet de vivre cette aventure un peu étrange qui est la vie personnelle et la vie professionnelle. Très cool, très cool. On arrive sur la fin là, du coup, des Oui. dernières questions. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, qui est peut-être tout jeune ou qui est en milieu de carrière, qui a n'importe quel âge, entre guillemets, qui veut se lancer dans la mise en scène ou ce genre de choses, qui est peut-être déjà un peu au contact du milieu du théâtre, mais qui fait peut-être ça plus par hobby ou en tout cas qui se pose des Bah, questions. à dire vrai, bon, bien sûr, y croire, ça, c'est parce que personne ne croit, comme disait je suis pas du tout sûr ce soit de lui d'ailleurs, mais comme disait le trompettiste Louis Armstrong, souffle dans ta trompette, personne ne le fera pour toi. Donc c'est vrai qu'il faut commencer par croire à soi-même, en soi-même, et vous dire, bah ouais, je suis capable de faire ça. Moi, je vous dirais, soyez très différents, assumez vos différences, assumez que vous soyez, voilà, vous serez, vous êtes l'accumulation de tout ce que vous avez malgré vous acquis ou pas, votre culture, votre milieu social, vos défauts, vos angoisses, donc il faut essayer de se connaître un petit peu, de se dire ben ouais, je suis comme ça, ben oui, je suis comme ça, ben tiens, ça sert, oui, j'ai cette passion, oui, j'adore ça. Non, ça m'intéresse pas. Donc d'essayer d'assumer ça, mais vraiment d'être différent parce que ce qui marche dans le métier, c'est vraiment d'être différent. Ça, j'y crois beaucoup. Pas mal, si je puis me permettre aussi, rêver beaucoup, mais soyez modeste parce que ces métiers qui peuvent monter très vite à la tête et ça fait faire que des conneries. Et essayez de savoir pourquoi vous faites ce métier. Essayez de trouver justement ce moteur interne dont je vous parlais. Si c'est que pour la fame ou l'argent, je crois que ça va marcher un peu, mais vous allez être déçu. Ça sera pas très intéressant. Enfin, je trouve. Voilà. Essayez de trouver vraiment ce qui vous motive et puis après, allez-y. Et puis sachez qu'il n'y a aucun parcours qui ressemble à un autre parcours. Il y a tout, surtout dans le métier de l'art, tout existe, tout est faisable, est possible et tout est à inventer. Donc, c'est un gigantesque champ des possibles, en fait. Et la question qui est un peu tout le temps posée, il faut être à Paris, il Non, faut être souvent à Paris. non. Aujourd'hui, avec alors en plus Instagram, tout ce que vous voulez, les réseaux, non. Non, oui, la France reste très, 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 on va dire, centralisée. Enfin, non, au bout d'un moment, non. Puis tu peux faire aussi ta carrière à Lyon, tu peux faire ta carrière à Lille, tu peux faire ta carrière à Marseille, tu peux faire ta carrière à, j'en sais rien, à Bordeaux ou à Besançon. Et puis, oui, il y a un moment, oui, il y a des moments où les choses se font à Paris, mais enfin bon, après tout, le confinement, le Covid et même là, ce que nous faisons aujourd'hui nous prouve qu'on peut travailler autrement. Donc, non, je crois pas. Je crois pas. Ok, très cool. Qu'est-ce que tu as vu récemment, donc ça peut être spectacle, événement, loisirs, etc., qui t'a inspiré ou que tu dis waouh, c'est. Bah, moi, je Tu vois, regarde où t'en retiens quelque chose que. Oh, moi, je regarde énormément de choses qui sont même très différentes. Je regarde, je peux autant pleurer devant un ballet de Béjart que être fasciné par des séries américaines à la télé parce que je trouve qu'ils savent quand même écrire des trucs incroyables. Je suis un gros mangeur de films, je sais même pas comment je fais parce que c'est vrai que les gens me disent mais comment tu fais dans la journée? Je sais pas. Pourtant, je dors bien et tout, mais bon, je sais pas. Je regarde beaucoup, je lis beaucoup. Non, en fait, je crois que je mange tout ce qui est toute façon, c'est un conseil que je donnerais si vous voulez faire ces métiers. Je vous dis, sortez, regardez, allez au musée, regardez des films, amusez-vous, cultivez-vous, traînez, regardez tout. Faut tout prendre. Faut prendre toute la vie comme elle vient. C'est hyper important, je crois. Perdez pas de temps. Alors ça, c'est vrai que j'ai peut-être un truc. C'est vrai, je ne vais jamais papoter dans les
C'est pas ça, mais je perds pas de temps, je bois pas de verre, je fais pas de rendez-vous dans les cafés, je papote pas, je sais pas faire ça. Je ne sais absolument pas faire ça. Je sais pas. Donc moi, j'utilise chaque minute pour faire quelque chose de cool, hein, que je trouve formidable, mais c'est vraiment très axé sur ce que je fais et ce que je veux faire. Le reste m'intéresse pas trop. Ok, très cool. Ça me va très bien comme réponse. Pardon. Dernière question. C'est quoi l'Étienne de demain? Est-ce qu'il a des rêves? Est-ce qu'il a des projets énormes en prévision? Non, il y a des choses que j'ai pas faites encore. J'ai pas encore dirigé de salle de théâtre et ça me plairait bien. Tu vois, avoir un lieu fixe pour inventer un lieu, accueillir les gens, trouver une programmation marrante. Ça me plairait bien. De toute façon, en fait, la vérité, c'est que plein de choses arrivent quand on s'y attend pas. Et Étienne de demain, il va continuer à dire oui, à rester ouvert et à regarder tout ce qui va se passer en y croyant. Et puis voilà ce qu'il va faire. Très bien. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir pris ce temps et d'avoir raconté ta longue carrière, mais en si peu de temps, enfin avec des moments clés, avec des astuces. Et puis écoute, on va suivre un petit peu tes travaux. Là, tu es avec Coche en ce moment, avec Alors, le Tristan beatboxer Lucas Coche, aussi. absolument. Coche, dont nous préparons le second spectacle qui viendra sans doute à la rentrée 2024. L'humoriste Tristan Lucas, qui est en tournée un peu partout et qui est au point virgule tous les lundis et que j'ai le bonheur de produire. Cody, qui sera à Paris au mois d'avril, puis en tournée l'année prochaine. Notre humoriste canadien Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Et puis, j'espère que j'oublie personne, sinon ils vont me taper sur les doigts. Mais c'est déjà des petites choses quand même. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Superbe. Bon, mais merci Étienne pour ton temps et merci très bonne continuation à toi. Merci Morgane, à très bientôt et merci à tout le monde. Salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, HE2LO, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.